fondamentale de l'humain normal, de l'humain ancien, de l'homme ancien, de la femme ancienne, de l'enfant ancien, c'est d'arriver un jour à rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui pourra répondre à toutes ces questions. Le travail pour arriver au contact avec l'ajusteur de pensée, c'est justement de poser les questions et de s'obliger à répondre aux questions. En 1986, il y a des mutations qui vont être opérées à l'échelle de la planète. Et il y a des mutations qui vont être exprimées à l'échelle de certains humains. Le gros handicap de celui qui évolue, c'est qu'il est entouré d'autres personnes. Et malgré que l'être humain seul a déjà de la difficulté à assumer son changement, ce changement n'est pas assumable par personne d'autre. Malgré que l'être seul a de la difficulté à accepter son changement, ce changement n'est presque pas acceptable par personne d'autre. Le gros handicap de l'évolution, c'est le fait d'être connu, et c'est le fait de connaître. Si vous changez, les personnes qui vous connaissent vont refuser votre changement. C'est eux autres qui vont dire pour qui vous vous prenez, parce que vous n'êtes plus ce que vous étiez. Alors, à un moment donné, il faut presque donner un coup de poing en plein visage de ceux qu'on aime, de ceux qui nous entourent, pour qu'ils acceptent qu'on change. On ne devient pas fou, on change. 86 va voir des changements chez certaines personnes. La première fonction de l'être humain dans son cheminement d'évolution vers l'ajusteur de pensée va être de structurer des questions. Parce que l'évolution ou le contact se fait par attraction, par amour. Le fait de structurer une question, c'est exprimer par la parole, et sinon par la pensée, une énergie qui nous habite. Coordonner cette énergie de façon à ce qu'elle soit conscientisable par l'un des degrés de la conscience de l'humain, cela veut dire émettre une énergie qui va attirer une énergie complémentaire, la réponse. Alors on se fout des mots, on se fout des questions, on se fout des réponses. Le principe d'évolution, le principe d'ajustement est un principe d'énergie. De ce fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on parle n'a pas d'importance cosmique. Il n'a d'importance que pour celui qui est de l'ordre de l'expérience, que pour l'être expérientiel. Cela instruit. Mais la connaissance que cela crée chez l'humain fait partie du monde des morts. Il n'y a aucune connaissance qui soit vivante. Il n'y a que le savoir qui soit vivant. Toutes les connaissances sont régies par le monde du passé, par le monde mémoriel, par le monde des morts. Alors vous devez vous habituer à structurer les questions pour pouvoir structurer les réponses. L'une attire l'autre. Et tout cela est de l'énergie. C'est l'énergie qui fait que l'être humain augmente son potentiel de vibration, augmente, évolue, s'améliore. Lorsque certaines parties d'un corps sont dans un processus énergétique trop puissant, ils se métamorphosent. Ainsi, la glace devient de l'eau. L'eau devient du gaz. Le gaz devient des molécules atomiques. Et on peut poursuivre encore plus loin. Alors, il en est de même pour le corps émotionnel de l'humain, pour son astral, pour son ego. Ce n'est pas souffrant pour la glace de se transformer en eau, parce qu'à l'instant même où les particules de glace commencent à se fusionner en eau, ils perdent l'état de conscience de la glace.
leur permettant de souffrir. Seule la glace qui n'est pas permuée en eau souffre parce qu'elle a peur d'être changée. Mais celui qui est en changement ne souffre plus du changement. Alors ce n'est pas une question de connaissance. Ce n'est pas parce qu'on est plus plugué au monde des morts qu'on arrive à s'en sortir. Mais pour connaître le monde de la vie, l'être humain doit assumer le monde des morts. Cela veut dire que l'être humain doit être capable de focaliser dans sa conscience instantanée, dans une conscience vivante, dans une conscience régie par un savoir instantané, tout le monde des morts. Et au-delà du monde des morts, le monde morantiel. Et on va y revenir. Tout cela pour dire que des changements s'opèrent et que si vous-même vous êtes les premiers à refuser le changement des autres, attendez-vous pas à accepter les changements qui seront propres à vous. Bon, on y va avec les questions que vous avez justement structurées dans vos ateliers à matin. Première question, Daniel. L'initiation par le feu sera-t-elle transmissible aux enfants? Le seul résultat transmissible génétiquement est un résultat qui relève du domaine de la matière et de l'énergie vitale. Toute mutation opérée dans le physique et dans le plan vital est transmissible par la génétique. Tout le reste fait partie de l'expérience, du contact ou de l'évolution de celui qui va naître. Cela veut dire que si une personne arrive à une fusion avec son esprit et qu'elle engendre par la suite, elle donnera un corps physique qui aura une probabilité potentielle de contact avec son esprit plus grande que les humains normaux. Mais l'enfant à la naissance n'est pas en contact. Il devra se connecter. Mais il aura un potentiel physique, neuronique, endocrinien relativement plaisant pour ce contact. L'astral se manifeste-t-il? Comment se manifeste-t-il dans le corps? Passe-t-il par la colonne vertébrale pour se manifester par les centres d'énergie, donc par les chakras? Les 63 chakras ou carrefours d'énergie sont des centres de focalisation, de contact entre l'énergie astrale, l'énergie vitale et l'énergie physique. Certains de ces centres d'énergie, de ces chakras, servent exclusivement au contact entre l'âme, entre donc l'astral et le corps vital. D'autres de ces centres d'énergie servent exclusivement de contact, de connexion entre le corps vital et le corps physique. Les 7 principaux chakras, donc les 7 principaux connus sur les 63, ont des servitudes différentes selon les plans avec lesquels ils vont s'adresser. Les chakras sont tous de résonance vibratoire éthérique vitale, donc ils sont tous reliés au corps physique et au corps vital, mais peuvent permettre par leur vibration une connexion avec un plan différent. Les plans régis par les chakras sont tous des plans mémorisables dans le contexte astral. Cela veut dire qu'une personne qui augmente la volumétrie d'un chakra ou encore la vibration d'un chakra n'entre pas en contact avec une entité extraterrestre. Avec aucune énergie extraterrestre, il ne peut entrer en contact qu'avec des énergies terrestrifiées. Alors l'évolution finale ne se fait pas par les centres d'énergie. Ils ont une fonction plutôt matérielle. Ils orchestrent la communication psychologique avec le corps physique, donc permettant à l'astral de s'exprimer par le corps physique. Et ils orchestrent aussi la prolifération d'énergie vitale, bénéfique ou malsaine, à l'intérieur des molécules physiques, ce qui permet l'engendrement de la vie, ce qui permet le vieillissement. Une transmutation mémorielle sans perdre la totalité de la mémoire. C'est ça le vieillissement. Le vieillissement, c'est que le corps et le corps vital se rappellent de lui, mais il en perd des bouts. Alors cette mémoire presque complète et intégrale a subi une transmutation qui permet au corps physique, tout en conservant la forme primordiale de l'être-té, une mutation biologique qui lui donne l'apparence de vieillissement, donc de transformation. L'énergie astrale se focalise chez l'être humain non pas par les chakras, principalement, mais par des parties résonantes de son cerveau. Alors, on a déjà parlé dans les PMC que l'une des parties résonantes les plus attractives de l'énergie astrale pour le corps physique
va être le thalamus, l'hypothalamus et tout le système endocrinien. Le système endocrinien, régi par le thalamus, l'hypothalamus et l'hypophyse, sondent les voies d'expression de l'astral, tandis que la focalisation énergétique du phénomène astral va se faire surtout dans les trois parties précitées, le thalamus, les parties neuroniques ou cérébrales hypothalamiennes et l'hypophyse. Le désassujettissement du système endocrinien du phénomène astral se fait lorsque la vibration du cortex, lorsque la vibration du cerveau entre en résonance avec son ajusteur de pensée, avec une forme de vibration qui va mettre en vibration, qui va donner vie, ou redonner vie, ressusciter, alors ressusciter de nouveau la glande pinéale. Cette glande qui, chez l'enfant, sécrète une hormone l'obligeant à restreindre sa perdition au niveau de l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, devra se réactiver, être ressuscité de nouveau par l'énergie mentale lorsque l'être humain arrivera à pouvoir entrer en contact avec son ajusteur de pensée. Soit dit en passant, tant que ce n'est pas expérimenté, c'est l'un des rares défauts que j'ai perdus. Dernièrement, tant que ce n'est pas expérimenté, il y a des choses que je me refuse de dire. Vendredi dernier, on a parlé d'une technique qui permettait à l'être normal, disons l'être transitif, d'arriver à l'être nouveau, d'arriver au contact avec l'ajusteur de pensée et par la suite passer un contact avec son esprit. Tout dans l'univers est mathématique, logique, légal, régi par des lois. Tout dans l'univers est mécanique. Et n'importe quelle mécanicité peut être technicalisable. Alors, si je dis que de l'oxygène mélangé avec de l'hydrogène dans des portions de 2 pour 1, énergisé par un courant électrique ou par un feu, crée de l'eau, c'est une technique qui porte le nom de chimie. Une technique parce que c'est prévisible. La réaction de cette action réactionnelle est prévisible. Alors, on peut dire que l'évolution peut être soumise à une technique. Et il y a eu dans l'Antiquité différentes techniques permettant différentes formes d'évolution. Alors, le PMC est une technique pour arriver au contrôle et au contact de l'ajusteur de pensée. Tant que cette technique n'a pas été tout à fait expérimentée par d'autres personnages que moi, je ne pouvais pas me permettre de le dire. Alors, les cours de base, PMC 1, 2, 3, 4 et 5, vont être d'ici peu relativement énergisés dans un sens pour qu'en PMC 6, le travail vers l'ajusteur de pensée puisse se faire. C'est technicalisable, il y a une technique qui demande de la patience parce qu'elle demande de la préparation. Lorsque l'énergie pénètre un corps, le poids de l'énergie écrase le corps et le détruit. Alors, lorsque l'énergie est régie par une intelligence, il pénètre le corps, baigne le corps, solidifie le corps et par après remplit le corps sans le briser. C'est là l'étape de la préparation. Alors, on ne parle pas que du corps physique, on parle de tous les autres corps terrestres. Le fait que le PMC puisse maintenant aboutir sur une technique expérimentée et efficace peut permettre à l'individu, par l'intermédiaire de la pratique temporaire de cette technique, d'arriver à un état qu'il ne pourrait atteindre qu'au cours de 10, 20, 30 ou 40 années de pratique sans technique. L'énergie astrale s'exprime par le corps physique, par le biais des voies endocriniennes. Le système endocrinien est régi par l'énergie chacrienne, donc l'énergie des carrefours d'énergie des chakras au niveau du plan vital. Les maladies de l'évolution sont une résistance qu'oppose l'ego, s'appuyant sur sa base énergétique vitale pour résister à la descente de l'esprit. Moins il y aura d'âme chez l'humain, plus il y aura d'esprit.
Plus il y aura d'esprit chez l'humain, moins il y aura d'âme. La cristallisation, est-ce que c'est l'alignement de tous nos cristaux de carbone? Non. Cristalliser veut dire solidifier, veut dire conceptualiser en une fois. L'être humain, dans son évolution, ne cristallise plus. La cristallisation est un mécanisme des plans d'involution, d'une densification. Alors, il n'est pas question d'aligner des cristaux de carbone pour en faire des diamants ou quoi que ce soit. L'évolution de l'humain est justement la phase opposée à la cristallisation, qui est l'expression même de l'involution. Je répète qu'au fur et à mesure que vous avez des questions, vous les scribouillez, vous les amenez en avant. Observer serait-ce un des moyens pour se préparer à la descente aux enfers? La descente aux enfers, c'est la mortalité du corps physique. La descente aux enfers, c'est une mortalité sans mort. Alors, l'observation est un mécanisme pour arriver à soustraire l'ego de la connexion qu'il a en maître avec les plans mentaux naissants. Lorsque le mental est libéré des phénomènes émotifs, colorants, astral, l'observation disparaît parce que l'être humain passe dans une nouvelle phase qui est beaucoup plus proche de la contemplation anémotive, sans émotion, que de l'observation. L'observation est une marche pour la préparation. Ça n'a rien à voir avec la descente aux enfers. Daniel, la contemplation, est-ce que ce serait le temps d'en parler un petit peu aujourd'hui? Parce que tu nous as fait une allusion vendredi en rapport avec la méditation, l'ancienne forme, puis la nouvelle forme qui est beaucoup plus une contemplation mentale. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? C'est une question précise, on va précise. OK. On regarde dans les anciennes formes religieuses où il y avait dans les degrés avancés la contemplation. On pouvait passer des journées, disons, à contempler... on contemplait son nombril. Son nombril, en fait. Oui. Oui, on contemplait son ego, on contemplait son âme, on contemplait ses concepts, on contemplait ses dieux, on contemplait son nombril. L'être humain aujourd'hui qui est assis, je ne sais pas, moi, dans un centre d'achat, puis qui regarde les gens, il regarde la façon que l'énergie passe, la façon que les gens interagissent entre eux autres, ils contemplent d'une certaine façon. Ils observent. Ils observent. La contemplation, c'est le contact entre l'être humain terrestre et son double éthérique. La contemplation, c'est l'être humain qui observe sa propre réalité, et non pas la réalité conceptualisée par son émotion qui désire une réalité appropriée à la conservation énergétique de la mémoire de son ego. La contemplation, c'est l'observation sans mémoire, donc existentielle et non pas expérientielle, des mondes de la réalité, reliés directement au plan de celui qui contemple. Alors, on va revenir sur la contemplation. De toute façon, ce n'est pas important que l'on en parle immédiatement, pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'autres processus qui sont relativement importants à parler, sur lesquels je vais revenir de toute façon au niveau de la mortalité, au niveau du mécanisme qui permet à l'être humain de perdre son corps physique sans mourir, différemment de l'humanité normale qui meurt en perdant son corps physique, et de la facilité ou faculté qu'aura l'humain un jour à ne plus perdre son corps physique. Ça va être des choses qui vont passer en importance avant le mécanisme même de la contemplation, qui est relié à un phénomène que moi j'appelle méditation supramentale, donc cette technique finalisante du PMC6 qui permet à l'être humain d'entrer en contact avec son ajusteur de pensée. C'est-à-dire que l'être humain, lorsque l'être humain est en méditation supramentale, une contemplation de son double éthérique, l'être humain ne pense plus, il parle. Alors, l'être humain ne pense plus, donc il ne communique plus par la parole sa pensée, il ne pense plus avant de communiquer, il se parle. Et il ne se parle pas, il parle. Alors, c'est un mécanisme relativement intéressant qui permet la déconnexion complète et totale de tout ce qui est relié au monde des morts, et l'être humain ne peut pas arriver à vivre et à survivre tant qu'il est relié au monde de la pensée, donc au monde de la connaissance. Dernièrement, une personne me disait que l'être humain doit se cultiver pour arriver à évoluer. La culture ésotérique, la culture morale, la culture, n'importe quel genre de culture, et ça m'a fait vibrer, ça m'a fait dire qu'effectivement, l'être humain peut se cultiver, et l'être humain cultivé va être le résultat d'une culture d'humain. Donc, il est un légume.
Qu'est-ce qu'une culture d'humain? C'est lorsque l'on prend des êtres qui ont un potentiel d'expression particulier et qu'on leur donne une réalité coordonnée. Donc, on leur crée une réalité, on leur crée un monde, on les façonne, on les structure, on les organise, on les orchestre de façon à ce qu'ils donnent dans l'accomplissement expressif apparemment final de leur expression planétaire, un être humain cultivé. Alors, il va penser de telle façon, agir de telle façon, dormir de telle façon, travailler de telle façon. C'est un être humain cultivé. C'est le résultat d'une culture d'humain. Et l'être-té planétaire est une espèce de toute façon, la planète Terre est un laboratoire, c'est un contexte expérimental, et l'être humain tel qu'il se reste, tel qu'il est assujetti, tel qu'il reste assujetti au monde des morts, est assujetti à cette culture d'humain. L'être humain ne peut pas arriver à survivre et à vivre réellement le mécanisme de la vie s'il reste assujetti à sa pensée, s'il reste plugué sur le monde des morts, sur l'expérience, sur la connaissance, sur la mémoire, sur tout ce qui est cristallisable, densifiable et communicable par d'autres biais que par la parole. À ce moment-là, la contemplation mentale est le contraire d'être plugué au monde des morts, dans le sens que l'esprit nourrit, énergise le corps physique, puis le corps physique communique ses expériences vitales, si tu veux, à l'esprit. C'est pire que ça. L'humain est encore pire que ça. C'est que l'esprit essaie de communiquer directement à l'homme. C'est-à-dire à une conscience individualisée, personnalisée et localisée dans un corps physique au niveau du contexte terrestre. Mais l'être humain ne veut rien savoir dans sa structure. Il ne peut pas savoir. Il n'est pas attiré, c'est-à-dire qu'il n'attire pas non plus l'esprit tel quel. Il attire qu'un esprit coloré. Et qu'est-ce que c'est un esprit coloré? Un esprit coloré, c'est un esprit qui a su communiquer au monde des morts parce que l'être humain n'accepte d'informations que du monde des morts. Alors l'esprit vient communiquer au monde des morts et l'être humain, apparemment vivant sur sa planète, lorsqu'il a besoin d'informations, s'en réfère au monde des morts au lieu de s'en référer à l'esprit. Le monde des morts est englobable. L'esprit n'est pas englobable. Alors l'être humain, dans sa médiocrité exemplaire, dans le fait justement qu'il a été cultivé pour être ce qu'il est, être un être cultivé, ne fait référence qu'au monde des morts, donc au monde de la pensée. Il s'attend à ce qu'on vienne parler dans sa tête pour l'instruire. Il s'attend à avoir un songe qu'on va l'instruire. Il s'attend à rencontrer un maître, un gourou dans n'importe quel genre de plan vibratoire où on va l'instruire. Il s'attend à être sauvé. Mais en réalité, l'être humain doit arriver à pouvoir non plus penser, mais parler. Alors l'énergie de ce phénomène, la pensée, j'ai toujours dit qu'elle était régie par le mental, tandis que ce qui peut être véhiculé par la pensée, le ton, la vibration, peut être longtemps soumis aux énergies astrales. Alors l'être humain doit développer une parole mentale, une parole qui émet une vibration, qui ne communique pas l'émotivité, qui communique plutôt l'autorité. Lorsque l'être humain arrive à cette communication, donc à l'expression verbale, vibratoire d'une autorité par la parole, il peut arriver à ne plus penser, mais à parler. Mais à parler d'une façon énergétiquement supramentale. Alors l'être humain n'est plus régi par le mécanisme du monde des morts, ni par les plans morontiels qui sont une partie facultative de l'expérience planétaire, mais qui permettent à l'être humain de pouvoir mourir et renaître fusionné à d'autres personnalités qui ont vécu aussi. Un jour, l'être humain meurt, c'est-à-dire qu'un jour, l'être humain ne meurt plus. Le fait que l'être humain meurt, regarde ce qui se passe. Lorsque l'être humain meurt, lorsque le corps physique s'éteint lentement, donc lorsque l'énergie vitale est soit suctionnée par la focalisation réparatrice dans la molécule physique. Puis je te donne un exemple. Je te tire une balle de fusil. La balle de fusil traverse tes côtes, traverse une partie de ton poumon, traverse ton cœur, l'autre poumon, il sort de l'autre côté. L'énergie vitale va se diriger à une vitesse folle pour essayer de réparer les structures moléculaires de ton corps. Manquant d'énergie vitale, toute l'énergie vitale va être focalisée vers la restructuration biochimique de ces cellules. Alors évidemment, tu meurs, parce que tu n'as plus d'énergie vitale nulle part dans le corps. Tu n'en as plus au cerveau, tu n'en as plus au cœur, tu n'en as plus nulle part. Toute l'énergie vitale de ton propre corps est focalisée vers les orifices créés par le passage de la balle de fusil. Tu meurs. Ou encore, tu peux mourir des suites de l'agression
trop courante du plan astral sur la molécule vitale. Alors la psychologie qui essaie en vieillissant de cristalliser la mémoire de son passé, pour réussir à contenir cette mémoire du passé, doit puiser l'énergie vitale de son corps physique, ce qui fait que le corps vieillit, que les cellules plissent, que le corps s'en va lentement. Et lorsque l'énergie de la psychologie a tellement cristallisé la mémoire par la succion de l'énergie vitale du corps physique, le corps physique finit par ne plus être capable de supporter la vie. C'est-à-dire qu'il n'a plus assez de vie pour pouvoir continuer à engendrer la procréation génétique mémorielle de son corps physique, donc la prolifération cellulaire d'une façon organisée. L'être humain meurt. Lorsque l'être humain meurt, son corps vital d'ailleurs est presque complètement défait. Le corps physique est redigéré instantanément par la planète Terre. Le corps vital va lentement se digérer aussi, par la simple raison que l'entité mémorielle astrale, l'ego, c'est une vraie farce. L'ego, l'âme de l'humain, le périsprit est constitué, le périsprit c'est ce qui conserve toute l'expérience de l'humain à l'intérieur de ce qu'on appelle l'âme. Et focalisé au centre, densifié, va se tenir l'ego. Le périsprit est constitué d'énergie vitale. Plus tu veux grossir le périsprit, plus tu devras prendre d'énergie vitale dans ton corps. Et plus le périsprit va tendre à diminuer par la dissolution de l'âme, en double éthérique par exemple, plus il y aura d'énergie vitale réintégrée au corps physique, plus tu pourras vivre longtemps. Donc, moins tu as d'âme, moins tu as d'ego, moins tu as d'expérience, plus longtemps tu vas vivre, et c'est normal. Lorsque l'âme sort du corps physique, donc lorsque le corps astral, le corps émotif sort du corps physique, le périsprit ne peut pas aller dans le monde morantiel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller dans le monde régi par l'évolution des âmes. Alors, l'énergie vitale, le périsprit, doit être filtré dans le monde vital, ce qui automatiquement dissout ce périsprit, libérant dans les vents planétaires tous les parcelles de l'expérience de cet être humain. Donc, l'être humain meurt. Pourquoi l'être humain meurt? Pour la simple raison que lorsque l'âme vient, l'âme reconnaît une lumière. Une lumière, c'est une vibration. Lorsque l'âme sort du corps physique, il aperçoit une vibration, c'est-à-dire qu'il y a une attraction. La seule loi fondamentale dans toute notre existentialité expérientielle, dans ce grand univers, est l'attraction, la gravitation, l'amour. Lorsque l'âme sort, il aperçoit ce canal lumineux et il se dirige vers ce plan lumineux. Et c'est là qu'il subit une deuxième mort. Parce que cette lumière qu'il attire est une lumière astrale et le corps périspérique, donc le périsprit ne peut pas traverser dans ce monde, ce qui fait que l'être humain perd l'enveloppe même de son identité. Dans les premiers temps de mortalité, l'être humain est complet. Il se rappelle qui il est, il a la mémoire de son expérience, il est lui, plus de corps. Quelque temps après, lorsqu'il aura vu cette lumière, lorsqu'on sera venu le chercher, lorsqu'on l'aura guidé et dirigé vers le monde des morts, il mourra une deuxième fois, c'est-à-dire que là, l'identité, la personnalité, l'expérience, tout ça se trouve à être digéré dans le plan même des morts, pour pouvoir revenir et incarniser pluralitairement et fusionner dans différents corps physiques. Et ça, c'est le processus normal de l'évolution des âmes à l'échelle planétaire, tant que l'être humain se laisse régir par le plan des morts. L'être humain peut aussi mourir, et lorsque l'être humain meurt, l'âme, la petite âme, ce qui reste presque plus rien de l'âme, ou la partie spirituelle qui est créée à l'intérieur de l'humain pour remplacer l'âme, lorsqu'elle sort du corps physique, elle aperçoit aussi la lumière de l'astral, mais elle n'est pas attirée par ce plan astral. Donc, lorsque l'être humain est rendu à un certain niveau, un niveau relativement éthérique, mais un niveau où il peut encore perdre l'usage du corps physique, il est capable, une fois dans l'autre monde, de ne pas... Il y a différents mondes parallèles, c'est-à-dire qu'il y a le monde des vivants, il y a un monde parallèle où il n'y a rien dedans, ou approximativement rien dedans, c'est un monde éthérique, donc le monde vital, et il y a le monde astral, le monde des morts tel quel. Lorsque l'être physique meurt, l'âme, l'esprit amique sort du corps physique, et lorsqu'il est dans le plan vital, il aperçoit la lumière du plan des morts, mais il aperçoit aussi la lumière régie par son double éthérique. Alors il n'ira plus dans le plan des morts, il pourra continuer vers son double éthérique, qui est une forme, genre sacrophage, on peut dire, une espèce d'archétype, une espèce de moule dans lequel l'âme, l'esprit amique qui quitte le corps, peut aller se retrouver. Dans ce genre de mortalité où il n'y a pas de mort, dans ce genre où la seule mortalité elle est physique et elle est même plus vitale, alors automatiquement la personnalité, l'identité, les mémoires, tout cela reste intégralement au niveau du double éthérique qui va maintenant accueillir la personne qui vient de mourir.
Lorsque ce double éthérique décide de revenir prendre une corporalité, il va donc, à partir de cet instant seulement, d'une façon intentionnelle, choisir le lieu, l'endroit, l'heure et les formes de sa conception pour pouvoir revenir sur le plan matériel, poursuivre un travail dans deux mondes, le monde terrestre, donc mental, astral, vital et physique, et le monde extraterrestre, donc supramental, bouddhique et divin. Alors donc, l'être humain, tant que l'être humain reste de son vivant, c'est-à-dire que lorsque l'être humain meurt physiquement et qu'il meurt astralement, donc qu'il subit cette deuxième mort, l'être humain ne peut pas, dans le monde des morts, ni dans le monde morantiel, avoir accès à aucune forme d'énergie intelligente non colorée. Alors l'évolution réelle ne se fait pas dans le monde des morts, il n'y a pas de ciel, de paradis, de quoi que ce soit réel dans le monde. Des divinités, avec le monde de tout ce qui a été créé, avec le monde de tout ce qui est pensé, non pas parlé, avec le monde de tout ce qui est vieux et non pas neuf, l'être humain ne peut pas faire autrement que lentement Plus l'être humain pense, plus l'être humain fait référence à ses mémoires, plus l'être humain dynamise une énergie qui va le rattirer vers ce monde des morts. Alors l'être humain meurt. L'être humain passe sa vie à vouloir mourir, c'est-à-dire passe sa vie à vouloir réintégrer sa conscience dans le monde qui l'a fait naître, le monde des morts. Lorsque l'être humain, dans ses antiques religions, parle du retour vers Dieu dans le ciel, il parle du retour de son âme vers ce qui l'a créé. Ça va de soi. Mais qu'est-ce qui crée l'âme? C'est le monde des morts. L'âme s'en va dans le monde des morts, elle est dissoute, elle est complètement évaporisée dans ce monde des morts, et lorsqu'à un moment donné, l'esprit traverse, l'esprit vient focaliser dans l'énergie régie par la position planétaire, donc la position des attractions astrales, une espèce d'âme, et l'énergie éthérique supramentale va constituer un périsprit qui va être humanisé, terrestrifié lorsque cette âme périsprisisée va traverser l'énergie vitale de la planète pour aller pour être attiré par les molécules vitales d'un corps fœtal, donc d'un fœtus, d'un être humain en gestation. Alors, lorsque l'âme apparaît dans ce corps physique, l'enfant va naître, et l'enfant maintenant va accumuler de l'expérience pour pouvoir créer chez lui une conscience planétaire, une conscience expérientielle, une conscience mémorielle, une conscience référentielle. Dans cette conscience où il pourra prendre ses références, l'être humain n'aura qu'une seule idée. Cette âme a été créée dans le monde du ciel par un être qu'il va appeler Dieu, mais qui est la gestion complète des énergies du monde des morts. Et l'âme n'aura qu'un seul désir, parce que dans ce monde des morts, au niveau planétaire, il y a la représentation presque exacte, mais colorée, du monde de la réalité. Alors automatiquement, l'être humain, son âme, n'a qu'une seule idée, retourner vers le Créateur, vers ce monde des morts, rentrer en contact avec ce Créateur, donc avec les esprits spirites, et non pas avec les esprits de l'esprit extraterrestre. L'être humain va donc régir toute sa vie avec le contact avec les tarots, qui est un phénomène, les cartes par exemple, les marques de thé, les entrailles et tout, les nuages, et même l'astrologie. Ce sont simplement des mécanismes qui permettent à l'être humain d'avoir une lecture de ce que le monde des morts veut communiquer chez lui. Lorsque l'être humain pense, il fait référence aussi à des mémoires, il fait référence soit à l'astral localisé dans son périsprit, soit à l'astral localisé dans le ciel. Alors donc, il fait référence encore une fois au monde des morts. Alors toute l'évolution de l'être humain depuis le début est un retour de l'âme vers ce qu'il a créé. Un retour de l'âme vers le monde des morts. Un retour de l'âme vers ce Dieu qui est régi par le monde des morts. Ça n'a rien à voir avec Lucifer, qui est le père créateur de l'univers terrestre. Ça n'a rien à voir non plus avec tout ce qu'on pourrait connaître au niveau melchisédien, au niveau séraphique, au niveau de toutes les formes d'évolution énergétique qui viennent de l'au-delà même de la terrestrialité planétaire. Alors le monde des morts, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose de grand, et c'est quelque chose qui ne sert que les plans d'évolution. C'est-à-dire que le monde des morts a été conçu jadis, il y a de cela très jadis, pour pouvoir permettre une expérience planétaire, c'est-à-dire pour pouvoir permettre une mémorisation de cette expérience et pour pouvoir permettre la création plus tard de véhicules de plus en plus
expérimenté au niveau de la matière. Alors l'âme, le ciel planétaire, a réellement un rôle intelligent à jouer, même s'il fait partie des processus de cristallisation, donc de densification énergétique, donc d'involution. L'être humain, lorsqu'il est mort et lorsque l'être humain n'a pas commencé à construire un double éthérique, lorsque l'être humain n'a pas commencé à entrer en contact avec son ajusteur de pensée, et c'est deux phénomènes différents, mais l'ajusteur de pensée après le double éthérique, lorsque l'être humain meurt, il meurt. L'être humain n'est pas immortel. En ce sens que l'être humain est transmuable, dans une forme où il n'aura plus de conscience. Ce que je veux dire par l'être humain n'est pas immortel. Parce qu'en réalité, il n'y a ni disparition complète et totale, anénergétique, d'un mécanisme énergétique. Alors l'être humain sera donc disloqué d'une façon à perdre totalement sa conscience, donc sa mémoire, donc son ego et tout le tralala, ce qui fait que je dis que l'être humain meurt. C'est cela la mort. Mais l'être humain peut aussi perdre son corps physique sans mourir. Dans cette étape, moi, je suis immortel. Est-ce que je peux perdre mon corps physique? Ça me regarde. Mais je sais que je suis immortel, c'est-à-dire que je ne suis plus dislocable dans le monde des morts. L'être humain qui entre en contact avec son ajusteur de pensée par la pratique de la parole, régi premièrement par certaines lois, parce qu'il y a des lois. Les lois, ce sont des lois d'attraction. C'est la seule loi d'ailleurs qui régit toutes les lois secondaires, tertiaires et quaternaires de l'évolution même de notre planète et de l'univers, de n'importe quel super-univers ou de n'importe quel grand univers, de la création, de l'existentialité expérientielle, la création. Alors, lorsque l'être humain est capable, par certaines formes de pratique ou par sa vie ou par autre chose, à régir, à créer chez lui un mécanisme attractif, un mécanisme vibratoire qui attire l'énergie de l'extraterrestrialité, donc l'énergie de son esprit, parce que l'esprit n'est pas focalisable. Pourquoi l'esprit n'est pas sur la planète? Pourquoi l'esprit ne peut pas, autrement que par l'intermédiaire de différents corps, arriver sur cette planète Terre? C'est que cette planète Terre, elle est l'expression complète et globale des mécanismes cristallisés. Alors, c'est donc de l'esprit cristallisé. Alors, l'esprit qui est là, il est cristallisé, donc ce n'est plus de l'esprit. Ce n'est plus de l'esprit dans la conscience espritique. Alors, c'est pourquoi l'être humain ne peut pas, tant qu'il est régi par un monde densifié, en l'occurrence la densification la plus subtile du monde des morts, donc du monde de l'expérience terrestre, le monde des mortels, c'est la pensée. Lorsque l'être humain va être capable de ne plus penser, mais de parler, et il y a une nuance majeure entre le fait de parler pour communiquer sa pensée et le fait de parler pour instruire sa pensée. C'est pas pareil. L'homme est donc régi par le monde des morts pour l'instant dans toute sa structuralité exprimée, dans toute sa structuralité expérientielle, dans tous les mécanismes qui régissent tous ces plans au niveau de la planète. L'être humain doit arriver à transcender le monde des morts. Cela veut dire que l'être humain doit arriver à connaître suffisamment bien le monde des morts pour pouvoir transcender le monde des morts. L'être humain ne peut pas accepter le monde des vivants, le monde de la vie, s'il n'a pas reconnu le monde des morts. Reconnaître le monde des morts, je ne veux pas dire par là dire oui, ça existe, je veux dire le reconnaître. Je veux dire le connaître et le connaître extérieurement à l'expérience du monde des morts, donc le connaître et puis après le reconnaître. Le connaître une deuxième fois, mais en ne le vivant pas. C'est-à-dire qu'une personne peut connaître le monde des morts en mourant, peut connaître le monde des morts en restant vivant dans un corps physique en étant déjà mort par son contact, donc par la pensée, par le spiritisme, par le taroïsme, par tout ce genre de mécanismes qui assument et qui assujettissent l'être humain au monde des morts, mais l'être humain doit arriver à connaître le monde des morts sans pénétrer, c'est-à-dire sans pénétrer vibratoirement le monde des morts, c'est-à-dire sans l'expérimenter le monde des morts. Alors l'être humain doit être capable d'arriver à la contemplation ou à l'observation inexpérimentale et inexpérientielle du monde des morts. Lorsque l'être humain a reconnu le monde des morts, il pourra et il devra reconnaître le monde morantiel qui est juste supérieur au monde des morts, le monde où les esprits spirituels d'un âme vont être digérés. Et lorsque l'être humain a finalisé cela, l'être humain est déconnecté du monde des morts, parce que dans son vivant, si l'être humain reconnaît l'endroit, donc ce monde des morts, lorsque l'être humain perd le corps physique, il le reconnaît, donc il ne peut pas y aller. Il l'a en connaissance, il l'a en expérience, il ne peut pas y aller. Et ça, c'est un processus, c'est d'ailleurs tout à fait, la reconnaissance du monde des morts est permise par initiation
par le feu, donc par la descente aux enfers, qui est la faculté de mourir pour pouvoir, le Nazaréen, c'est ce qu'il a fait, Lazare, c'est ce qu'il a fait, sauf que Lazare, on lui a redonné son corps. C'est-à-dire qu'il s'est restructuré un nouveau corps, pour être plus précis. Et similaire à celui qu'il avait. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Lazare a aussi eu un corps éthérique, donc dans ce tombeau. Et Lazare a été en décomposition, ça a pris quelques heures et son corps était complètement décomposé. Il n'y avait plus rien sous les lambeaux. Et lorsque le Nazaréen est revenu, Lazare est revenu lui aussi, et Lazare s'est reconstitué un corps similaire à celui qu'il avait, et il est sorti. Mais Lazare n'est pas resté longtemps dans ce corps, il l'a abandonné pour aller chercher de nouveaux corps plus adaptés et dans des temps plus adaptés. Alors je crois qu'on connaît suffisamment l'épopée existentielle de ce Lazare. Juste une petite courte parenthèse, si tu permets. Quand tu parlais tantôt en cas d'accident, bon, mettons, on va prendre l'exemple de la balle de fusil. Est-ce que c'est pas possible à ce moment-là que, bon, d'accord, la mort survient parce que l'individu n'est pas capable d'englober la déperdition d'énergie. Mais est-ce que le périsprit ou le double éthérique, mais on se pense, je sais que c'est pas la même chose, pourrait pas, à un moment donné, se rapprocher puis sceller cette déperdition d'énergie-là pour empêcher cette mort-là dans un... Oui. Si le périsprit vient donner de l'énergie vitale au corps physique pour pouvoir cristalliser presque instantanément le passage de balle de fusil, automatiquement le périsprit devient suffisamment faible qu'il devra perdre une grande partie de sa résistance périphérique, donc de la contenance qu'il peut opposer à l'attraction extérieure de l'âme. Cela veut dire que si tu es transpercé par une balle de fusil et que ton périsprit vient au secours de ton corps physique, tu perds automatiquement ton âme. Perdant automatiquement ton âme, parce que l'énergie vitale du périsprit sera donc focalisée au niveau biologique, alors tu perds ton âme, tu perds ton ego, et automatiquement tu es dans un état vivant, fusionnel. Sauf que le périsprit est régi par l'âme. Et il n'y a pas un seul âme sur la planète qui aime à un point tel son corps physique pour accepter de mourir pour sauver le corps physique. Ça, j'allais dire, essayez pas ça. Non, vous ne serez pas capable, parce que simplement que votre âme est trop en amour avec le plan des morts pour, si le corps physique est agressé, automatiquement l'âme sort, et l'âme voit tout ce qu'il y a là, et l'âme ne veut rien savoir de revenir. Alors l'âme sacre son camp, et c'est réglé. Et le corps physique s'en va. L'énergie éthérique supramentale pourrait venir et sauver ton corps physique, mais ce n'est pas possible tant que l'âme s'interpose entre les deux. L'âme veut de l'énergie pour cristalliser le périsprit. Alors, toute l'énergie supramentale qui descendrait serait automatiquement digérée, attirée par l'âme de façon à ce qu'elle puisse survivre. Le corps physique, mais le corps physique, on l'oublie. Si toi, tu es capable de mourir et que toute l'énergie vitale de ton corps physique serait régie par ton mental, ce qui fait que tu empêches toute manifestation de tous les mécanismes salvatoires biologiques. Cela veut dire que tu reçois une balle de fusil, tu tombes à terre, l'adrénaline n'est pas sécrétée, il n'y a rien qui se met en marche pour pouvoir restaurer ton corps physique et qu'une, deux, trois, quatre, 15 autres personnes viennent et de leur magnétisent ton corps physique pour le restaurer. Tu peux t'en sortir vivant relativement rapidement. Mais présentement, il n'y a pas encore de mental humain, pas encore, il n'y en a pas encore assez. Il n'y en a pas ici au Québec, où il y en a très peu. Il n'y en a pas ici dans la salle. Il y en a très peu. Qui sont capables de pouvoir empêcher toute réaction instinctive, donc programmée, de la focalisation de l'énergie vitale même du corps, par le biais, encore une fois, du système endocrinien, de tout le tralala, pour opérer le mécanisme du choc, vous avez appris ça en PMC4, pour opérer ce mécanisme, pour empêcher l'opération de ce mécanisme, pardon, pour que le corps reste aussi stable possible, rien ne se passe. Tout est dans l'attente. En fait, peu importe le niveau du corps qui est atteint, c'est toujours un choc. Ben oui. Qui fait qu'on n'est pas capable d'assumer, qui fait que... Le choc, c'est surtout la transformation mémorielle. C'est ça qui crée la souffrance. Lorsque le corps physique est transpercé par une balle de fusil, sa mémoire est transformée. Donc, il y a une adaptation à cela. Instantané qui est exigé. Oui, ça c'est la souffrance, la douleur. Évidemment, il y a un paquet de mécanismes qui, autant peuvent sauver le corps de l'humain, autant vont le tuer 15 minutes après, parce que ce sont des mécanismes qui ne sont pas assumés par suffisamment d'énergie vitale. Je vais donner un exemple. On va prendre l'exemple d'une contraction périphérique des vaisseaux. Donc, un mécanisme de vasoconstriction dans un état de choc. Lorsque, par exemple, la volumétrie sanguine est en perdition,
c'est-à-dire que la personne perd énormément de sang suite à un accident d'automobile, par exemple, alors automatiquement, il y aura une vasoconstriction pour faire en sorte que tout le sang des extrémités et le sang périphérique du corps puisse servir qu'à nourrir le cerveau, le cœur et les poumons, entre autres. Le foie va se vider de son sang, les sinus caverneux vont se vider de son sang, la majorité du corps va donc essayer d'injecter du sang dans le système artériel et veineux pour compenser la perte de sang. Les reins vont filtrer le sang qui va passer, donc il y a différents mécanismes qui vont se passer. Mais ce qui va arriver, c'est qu'après un certain temps, dans les vaisseaux, dans les artères qui ont été contractés, le mécanisme qui les a contractés finit par ne plus être fonctionnel. Alors non seulement il n'est plus capable de contracter les vaisseaux, mais en plus le mécanisme chimique, le médiateur chimique qui a créé la vasoconstriction, finit par rendre les artères perméables au sang. Alors, non seulement il n'y a plus de vasoconstriction pour donner du sang au corps, mais en plus, tu commences maintenant à perdre carrément du sang à travers tes vaisseaux. Donc, tu remplis carrément ton corps de sang, ce qui fait que ce qui allait te sauver te tue maintenant. Pourquoi? Bon, on parle d'acidose. Bon, je pourrais parler de plusieurs termes, de plusieurs terminologies en rapport avec ce cycle de mortalité post-salvatoire. Ce qui arrive simplement, c'est que l'énergie vitale du corps physique est dynamisée pour sauver ce corps physique. Et lorsque l'énergie vitale a été complètement absorbée par le mécanisme de défense violent du corps physique, il n'y a plus suffisamment d'énergie vitale, alors tout se désorganise complètement au niveau du corps physique. Et tout ce qui allait sauver maintenant devient un poison, devient une toxine et tue carrément le corps physique. C'est normal, il n'y a plus assez d'énergie vitale, tout est fait en fonction qu'on en termine, qu'on en finisse. OK, on vient aux questions ici. Par la pensée, peut-on enseigner à l'ego? La pensée est le médiateur entre l'énergie intelligente et les énergies du monde des morts. La pensée est la particularité du monde des morts qui lui confère la presque apparence de l'intelligence. C'est-à-dire donc que la pensée est la partie la plus haute, la plus vibratoire du monde des morts, qui permettrait au monde des morts d'entrer en contact avec le monde vivant. Donc la pensée comme telle, si elle se restructure et si elle se structure d'elle-même, n'instruit pas le monde des morts, elle ne fait que prendre des sources dans le monde des morts pour les redonner au monde des morts. Par contre, la pensée va servir de mécanisme pour l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée qui est une connotation mentalo-supramentale de l'être humain. Et la pensée va donc devoir être instruite par la parole, par l'énergie vibratoire mentale, les mentalo-supramentales et supramentales. Et cette pensée va instruire le monde des morts de façon à déconnecter l'être humain qui est instruit par la répulsion vibratoire de son enseignement. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu es complètement collé. Par exemple, moi, je suis carrément collé au monde des morts. Maintenant, je parle et j'exprime des choses, j'instruis le monde des morts, c'est-à-dire que j'exprime une énergie qui n'est pas du monde des morts. Alors, automatiquement, la vibration qui se dégage de moi crée un vide entre le monde des morts et moi, et ça me déconnecte lentement. De là, l'intelligence d'instruire le monde des morts. Lorsqu'on peut instruire le monde des morts. Et lorsque j'instruis le monde des morts, je crée autour de moi un vide qui est mental et qui n'est plus du monde des morts. Et lorsque j'aurai créé un vide suffisamment grand, moi, je pourrai me faire un canal et m'en aller, donc je quitte complètement le monde des morts. C'est pourquoi l'être humain, et c'est pourquoi en PMC aussi, on instruit, on enseigne les mécanismes permettant de pouvoir instruire le monde des morts. Alors, l'instruction du monde des morts n'a comme seule fonction que de créer une séparation attractive, donc de créer une répulsion entre, ou si tu es mieux, une attraction plus volumétrique entre le monde des vivants, le monde du mental, le monde supramental, par rapport au monde des morts. Parce qu'évidemment, quand on parle de répulsion dans le domaine de l'expérience universelle, la répulsion, la haine, c'est de l'amour, c'est de l'attraction. Tu peux répulser le monde des morts parce que tu es plus attiré par le monde des vivants. Alors, lorsque j'explique ceci, c'est pour expliquer. L'entité infernale qu'est la personnification du désir d'évoluer, est-ce que les désirs matériels, désir de dominer, désir de plaire, désir de gagner, etc., sont compris dans le désir d'évoluer? Quel que soit le désir, c'est la reconstruction, la reconstitution d'un phénomène déjà passé, redonné en semence dans le cerveau d'une entité qui vient de naître et qui va germer au fur et à mesure de l'expérimentation de cette entité pour pouvoir être réexprimé comme il a toujours été réexprimé. Désirer n'importe quoi, c'est vouloir
vouloir retourner au monde des morts. Le fait de désirer, c'est déjà d'être assujetti par le monde des morts, et le désir, l'émotion, tout ce genre de mécanismes qui ne sont régis que par la mémoire, enchaînent l'homme au monde des morts. Pour l'instant, l'être humain ne peut pas se passer de désir, parce qu'il n'a pas encore la faculté de pouvoir parler. Et ça va venir. La vie est relativement longue, ici on manque son coup dans cette vie-ci, on revient après puis on recommence. Pas comme qu'on est, mais mieux. Qu'est-ce qui empêche de réaliser ce que je voudrais réaliser? Qu'est-ce qui empêche de comprendre ce qu'on a à faire et comment clarifier les événements pour arriver à faire ce qu'on a à faire? Bon, ces trois questions sont trop vagues. Je pourrais y répondre, mais je m'éterniserai dessus. Et l'éternité n'est pas du monde de la planète. Répète la première. Qu'est-ce qui empêche de réaliser ce que je voudrais réaliser? Deux choses qui sont la même. Soit que l'extérieur n'est pas en affinité avec vos désirs de réalisation, soit que vos réalisations ne sont pas en affinité avec les possibilités de réalisation extérieure. Bref, si on ne comprend pas le cadre de l'évolution écologique, de l'écologie évolutive, on ne peut pas arriver à désirer des choses. Regardez ceci. Vouloir, c'est pouvoir. L'homme nouveau lui dit, pouvoir, c'est vouloir. C'est tout à fait différent. Et ça fonctionne. Alors, je ne réponds pas plus, il faut vous travailler un petit peu, réfléchissez un peu. Vouloir, c'est pouvoir, faux. Pouvoir, c'est vouloir. C'est mieux. Les autres ne sont pas assez précises, il faudrait que la personne structure des questions. Regardez, c'est comme si je pose une question. Pourquoi l'univers? On commence par qu'est-ce que l'univers? Commence par qu'est-ce que ton monde? Commence par des choses qui sont plus localisées au niveau d'une réponse. Parce que la question est tellement vague qu'elle peut englober différentes réalités. Et les réalités, il y en a un bon paquet. Alors, ce qui fait que je suggérerais à la personne d'approfondir ces questions. Alors, allant à cela, peut-être, cela l'intéresse. Autre partie, comment arriver à fusionner les entités psychiques? On n'arrive pas à fusionner les entités psychiques tant qu'on ne veut pas accepter la mort de l'ego. Parce que si vous ne voulez pas accepter la mort de l'ego, donc une mortalité de votre vivant pour vous permettre de vous mettre au monde, de vous remettre au monde, chaque entité de l'être humain ne va refuser la fusion. C'est le même phénomène. Si, à l'intérieur d'une personne, on a, par exemple, une douzaine de personnalités réincarnatives, comment arriver à faire la fusion de ces personnalités réincarnatives? Donc, comment arriver à tuer chacune d'elles pour en reconstituer une nouvelle? Ben voilà, tant que vous-même, vous allez refuser d'accepter cette possibilité de devoir perdre vos mémoires, de devoir perdre votre personnalité présente, donc de devoir mourir au niveau égoïque, pas mourir au niveau physique, bien évidemment, la fusion des personnalités n'est pas faisable. La fusion des personnalités va se faire lorsque, à la longue, vous allez vivre, et donc toutes ces personnalités chez vous vont vivre des expériences similaires. La meilleure façon de faire fusionner les personnalités à l'encontre d'elles-mêmes, c'est d'organiser leur mémoire de façon à ce qu'elle soit vibratoirement semblable. Cela veut dire que si vous faites dans votre vie une chose ou un contexte de choses similaires pendant plusieurs années, chaque entité réincarnatrice chez vous auront, pendant ces mêmes années, disons 10 ans, auront pendant 10 ans accumulé les mêmes mémoires. Ayant les mêmes mémoires, elles auront des affinités similaires ensemble, ce qui fait qu'à leur insu, elles vont se fusionner d'elles-mêmes, sans jamais avoir à se heurter. Alors, je pourrais dire, rentrer dans un monastère ou dans un couvent, passer 10 ans ou 15 ans à vivre dans ce couvent, vos personnalités vont tous être fusionnées, et la personnalité finale sera une personnalité de type couvent ou monastère. Si, par exemple, vous faites certains exercices, une personne qui pratique le yoga, qui mange des aliments végétariens, qui essaie de suivre une voie de non-violence, tout ce qui peut être régi par la formulation même du yoga, pendant un certain nombre d'années, toutes les personnalités sont fusionnées. Mais celui qui a comme hobby l'électronique et qui, comme travail, chauffe des camions et qui va voir des vues de guerre des étoiles et qui est donc relativement disparate dans l'expression même de sa vie,
énergie chacune de ces personnalités continuellement sans accepter la fusion de ces personnalités. Alors, pour arriver à faire une fusion plus rapide de ces personnalités, on doit se brancher dans un domaine, dans un contexte similaire. Oui, c'est ça. Autre partie, sur la même question. Comment reconnaître l'entité psychique prédominante? L'entité psychique prédominante est celle qui tend à vouloir reconnaître. Alors, ce qui fait que ce n'est pas reconnaissable pour l'instant et ça n'a pas d'importance de la reconnaître. L'important, c'est de fusionner les entités qui sont réincarnées pour la suite arriver à la structuration d'un mécanisme de contact avec son propre ajusteur de pensée. Il y a deux formes d'ajusteurs de pensée. En général, il y a un ajusteur qui est expérimenté et il y a un ajusteur qui n'est pas expérimenté. Prenons l'exemple d'une personne qui vit et qui, dans son cheminement, arrive lentement à commencer à créer un ajusteur de pensée ou en attirer un ajusteur de pensée, mais disons créer pour l'instant, créer. Or, la personne, elle commence à perdre un peu de la densité orgueilleuse de son ego, donc elle transmute, elle spiritualise ou elle supramentalise l'énergie égoïque de l'âme en énergie éthérique. Elle commence à créer un double éthérique, et le point de rencontre entre le double éthérique et son propre mental sera l'ajusteur de pensée. Donc, plus elle aura un corps éthérique qui va se créer, plus elle aura un ajusteur de pensée qui va tendre à se créer. L'ajusteur de pensée commence à grossir, il est créé par cette personne et il n'a pas d'expérience. Il va acquérir l'expérience, mais la personne meurt. Lorsque la personne est morte et qu'elle n'a pas encore de double éthérique constitué, qu'elle n'a pas encore de connaissance de l'ajusteur de pensée, ce qui est le cas pour la majorité des personnes, ils ont tous un ajusteur de pensée en création, ils ont un double éthérique en création, très mineur, et ils peuvent mourir quand même. Mourant quand même, l'âme voit la lumière du plan des morts et elle se dirige là. Et l'ajusteur de pensée, il est perdu. Quand je dis perdu, c'est qu'il est libre, il est seul, il n'est pas perdu dans sa conscience. L'ajusteur de pensée n'a pas de conscience comme tel. Alors, automatiquement, une autre personne va naître et l'ajusteur de pensée peut être branché sur cette personne. Cette personne peut aussi mourir. Alors, à un moment donné, l'ajusteur de pensée qui circule de personne mortelle en personne mortelle finit par acquérir l'expérience du monde des morts, finit par acquérir l'expérience du monde des vivants qui transite vers le monde des morts. Et lorsqu'à un moment donné, cet ajusteur de pensée sera connecté à une personne en particulier au niveau de son mental et que cette personne aura suffisamment d'énergie mentale pour découvrir l'ajusteur de pensée, il sera en contact avec un ajusteur de pensée personnalisé qui aura de l'expérience. Alors donc, l'ajusteur de pensée ne suit pas la personne dans le monde des morts et c'est un ajusteur qui peut être expérimenté s'il a été créé et énergisé par différentes personnes qui sont mortes sans jamais s'en rendre compte. Comment reconnaître lorsqu'il y a une fusion psychique? Qu'est-ce qui se passe? Aucune importance. Aucune question. Okay. Quel est le rôle du troisième œil? Et est-ce qu'il permet d'arriver à la conscience christique? Conscience christique, c'est la conscience supramentale. Alors, on va simplement employer ce terme ici parce qu'il est moins féru de mécanismes entacheurs religieux, par exemple, étant donné le mot Christ qui a été suffisamment galvaudé. C'est la même chose, mais prenons un terme qui n'instruira pas chaque fois qu'on va prononcer le mot, en même temps que l'énergie christique veut, disons, instruire l'énergie supramentale ou une énergie non colorée du domaine de l'homme. Si on emploie le terme christique, veut pas, chaque fois que ce mot entre avec l'énergie mentale, il attire toujours un peu d'énergie astrale de Christ et de tout ce qu'on a fait sur son dos. Alors, ce qui fait que je préfère donc employer un terme nouveau, supramental. Alors, supramental, il n'y a pas grand-chose au niveau astral qui vient l'entacher efficacement pour l'instant. Alors, l'énergie, le contact, la fusion entre l'énergie supramentale et l'être humain sont des mécanismes qui ne sont pas de prime abord encore importants. On va peut-être y revenir lors de la deuxième partie. Tu me gardes cette question, mais lis-moi donc toutes les questions. OK. Qu'est-ce qui détermine la personnalité chez une personne mentale? Qu'est-ce que la personnalisation du mental? Il y a une cassette complète qui porte le titre « La personnalisation du mental ». Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, lorsqu'on vient pour penser, on se retrouve devant le vide? Pourquoi la dualité dans la prise de conscience?
Pourquoi n'arrive-t-on pas à formuler une question intelligente? Comment peut-on discerner si on a une réponse psychique, psychologique, mentale ou supramentale? Qu'est-ce qui fait qu'à certaines circonstances et avec certaines personnes, il y a difficulté à communiquer? Qu'est-ce qui fait qu'en certaines circonstances, je ressens la présence de quelqu'un? Pourquoi certaines personnes rayonnent dans n'importe quelle couleur? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on perd la file dans son idée? Est-ce que l'on commence à contrôler ses rêves lorsque l'on commence à contrôler sa vie? Est-ce que le rêve est l'expression de sa vie ou la vie est l'expression de ses rêves? Pourquoi la nécessité du cycle du rêve et du cycle de veille? Pourquoi l'homme doit-il passer par le processus de la croyance avant d'arriver à un processus de savoir? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que percevoir les choses de la vie en moi et dans l'entourage comme étant diverses avant de les percevoir unifiées, c'est-à-dire voir les choses et leur interrelation? C'est la somme des questions qui a été formulée un matin. C'est bon, c'est bon. On est rendu à la pause. Je parle trop. C'est bien rare. Alors, si vous avez des questions, vous les écrivez. Essayez d'avoir des questions qui sont précises.